C'est dans un contexte de crise économique et politique sans précédent que les Brésiliens se sont rendus aux urnes. Bouleversés par des scandales de corruption plus divisés que jamais, le pays représente du coup un terrain fertile pour la montée des extrémismes. Pour la première fois, un candidat d'extrême droite est le grand favori du premier tour. Et cela, même si Bolsonaro n'a participé à aucun débat avec ses rivaux. Machiste, raciste et homophobe, le candidat du Parti social-libéral, PSL, n'a pourtant cessé de creuser son écart avec son rival, Fernando Haddad, du Parti des travailleurs, PT. Classé en deuxième position, mais loin, très loin derrière, ce dernier a remplacé l'ancien président Lula, déclaré inéligible après sa condamnation à plus de 12 mois de prison ferme. Le candidat de l'extrême droite clame pouvoir faire plier le jeu dès le premier tour. Les derniers sondages semblent lui donner raison et le positionnent à 41% des intentions de vote, largement devant Haddad, 25% à l'issue du premier tour, dont les résultats devraient être connus lundi. Si beaucoup de sondages le donnent ainsi grand vainqueur, un second tour n'est pas exclu. Le duel qui se profile pour le deuxième tour du 28 octobre sera le résultat d'une attraction des électeurs vers les extrêmes concomitantes à l'effondrement inattendu du centre, notamment le grand parti PSDB de Geraldo Alckmin. Le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, s'est qualifié facilement ce dimanche pour le deuxième tour de la présidentielle. Mais bien avant que ne tombent les résultats le situant à 46,06% avec 99,99% des urnes dépouillées, loin devant Fernando Haddad du Parti des travailleurs avec 9,24%, Bolsonaro et son parti ont évoqué des problèmes avec les urnes électroniques. Nous pensons que cette non-victoire au premier tour a quelque chose à voir avec ces problèmes qui ont été détectés sur les urnes électroniques. Le PT représente le mal pour le Brésil. Jair Bolsonaro représente le bien. C'est un homme qui n'a que peu de soldats, mais qui sont très déterminés contre une structure du mal établie au Brésil. La présidente de la Cour électorale brésilienne, Rosa Weber, a répondu aux accusations de fraude. Notre système électronique est vérifiable. Lorsque des contestations sont présentées, nous devons procéder à la vérification de notre système afin de déterminer s'il y a un défaut ou si c'est le cas, ce qui ne s'est jamais produit, une fraude. C'est notre confiance, c'est notre sécurité et c'est pourquoi je suis si calme devant ces élections. Dans le clan de Fernando Haddad, c'est le soulagement total, car content de voir le candidat du Parti des travailleurs qualifié pour le second tour. Le duel Bolsonaro-Haddad s'annonce donc très incertain et bien des choses peuvent se passer d'ici au 28 octobre prochain. Nous sommes très enthousiastes à l'idée du deuxième tour parce qu'il nous offre une occasion que nous n'avions pas eue lors du premier tour de discuter des projets de chacun des deux candidats restants pour le pays. Nous aurons une opportunité importante de comparer ces deux propositions afin que les électeurs aient un choix qu'à mon avis, ils n'avaient pas eu au premier tour. Donc l'opportunité est très importante pour nous. Le bilan du séisme suivi d'un tsunami qui a ravagé l'île indonésienne des Céylènes a été porté à près de 2000 morts. Les sauveteurs mènent les dernières recherches de corps de victimes qui pourraient encore être des milliers sous les décombres. Les autorités locales ont annoncé lundi qu'une fin sera mise aux opérations de recherche jeudi. Les autorités locales ont décidé qu'une fois les recherches arrêtées le 11 octobre, elles fermeront les 3 sites. Nous construirons un monument et à l'avenir, nous créerons des espaces verts pour le public. Nous sélectionnerons plusieurs lieux pour reconstruire ces 3 sites, mais seulement après que des experts en géologie auront procédé à une évaluation.
Après 7 jours de recherche, la police a beaucoup de mal à procéder à l'identification des victimes. Nous examinerons la composition de l'eau 7 jours environ après le 11 octobre et nous dirons si elle est potable ou impropre à la consommation. Les autorités ont indiqué dimanche craindre que jusqu'à 5000 personnes soient disparues, prisonnières des décombres. Quelques 200 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire dans la région. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, qui a rang de ministre au sein du gouvernement américain, a annoncé ce mardi sa démission à la surprise générale. Sa démission a été confirmée par le président Donald Trump, qui la recevait à la Maison-Blanche. Elle a fait un travail fantastique et nous avons fait un travail fantastique ensemble. Nous avons réglé beaucoup de problèmes et nous sommes en train de régler beaucoup de problèmes. Au départ, la Corée du Nord était un énorme problème et aujourd'hui, nous avançons. Je ne pars pas avant la fin de l'année. Mon but est de nous assurer que tout est en place pour le prochain ambassadeur. C'est une grande époque pour les États-Unis et je suis fière d'avoir fait partie de l'équipe. Et là, je n'ai encore rien de prévu pour la suite. Le président américain Donald Trump a précisé que la démission serait effective à la fin de l'année et qu'il dévoilerait le nom d'un successeur d'ici 2 à 3 semaines. C'est une ONG qui a intenté cette procédure historique qui lui a donné gain de cause. Le gouvernement néerlandais avait fait appel en mai de sa condamnation en première instance par un tribunal local en 2015. Mais le jugement a été confirmé par la Cour d'appel de La Haye qui a affirmé que l'État agissait illégalement et en violation du devoir de diligence. Jusqu'à présent, l'État a trop peu fait pour prévenir un changement climatique dangereux et ne s'emploie pas suffisamment pour rattraper son retard, du moins à court terme, d'ici fin 2020, le délai pris en compte dans cette procédure. Tout ce qui précède conduit à la conclusion que l'État agit illégalement en ce qui concerne les réductions d'ici la fin 2020 et qu'il doit les réduire d'au moins 25% d'ici la fin 2020. Cette affaire révèle aussi qu'il faut vraiment faire quelque chose avant 2020. Vous ne pouvez pas être à la traîne car chaque jour, vous êtes en retard. Donc, cela fait une différence si vous arrêtez d'émettre en 2030 ou en 2050. La rapidité est la chose essentielle sur laquelle nous devons nous concentrer maintenant. Le plus vite sera le mieux et on devrait réduire le plus tôt possible, arrêter avec le charbon, le pétrole et le gaz. Ce n'est jamais arrivé auparavant qu'un tribunal condamne le gouvernement afin qu'il fasse plus contre le changement climatique. Les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables aux conséquences du changement climatique, une partie du pays se trouvant en dessous du niveau de la mer. Le gouvernement néerlandais a annoncé en mai son intention de fermer les 2 plus anciennes centrales à charbon du pays d'ici à 2025. Les 3 autres centrales restantes qui produisent de l'électricité grâce au charbon devront fermer d'ici à 2030. Les Pays-Bas se sont engagés à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 49% d'ici à cette date. Une conférence anti-mondialisation en marge du Fonds monétaire international et la réunion annuelle de la Banque mondiale cette semaine en Indonésie ont été annulées en raison de pression de la police nationale. La conférence alternative qui avait attiré environ 300 personnes originaires d'Indonésie et du monde entier devait rassembler des dizaines de groupes de la société civile afin d'attirer l'attention sur les effets du libre-échange et les politiques soutenues par le FMI et la Banque mondiale qui aggravent l'inégalité des revenus, abusent du travail, des droits et nuisent à l'environnement. On veut déclarer que les projets de la Banque mondiale et du FMI détruisent nos peuples et nos communautés. Ils volent les droits des populations indigènes et ils ne nous laissent pas nous exprimer. C'est la position du FMI et de la Banque mondiale.
Ils ne soutiennent pas les droits du peuple, les associations de la société civile. On a été chassés du site de la Conférence mondiale du peuple. On était venus pour parler aux communautés locales, au peuple de Bali, au peuple d'Indonésie, pour aborder les questions, la situation auxquelles ils sont confrontés face aux projets du FMI et de la Banque mondiale à travers le monde. Et on a été jetés dehors par la police. Quelques 32 000 délégués, dont des ministres des Finances et des banquiers centraux, ont assisté aux réunions du FMI et de la Banque mondiale. Les délégués se sont concentrés sur le maintien de la croissance mondiale dans un climat de protectionnisme croissant et d'intensification des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Neuf autres personnes, dont 2 anciens ministres, ont écopé de la peine de mort dans ce dossier d'attaque à la grenade en 2004. L'un des responsables de l'opposition au Bangladesh, en exil, a été condamné à la prison à perpétuité. L'attentat avait été mené contre l'actuel chef de gouvernement. Cette dernière tenait un rassemblement public le 21 août 2004 dans la capitale Dhaka lorsque des grenades avaient été lancées, tuant 20 personnes et la blessant à une oreille. Fils de l'ancienne première ministre Khaleda Zia, en poste à l'époque des faits, Tariq Rahman figurait parmi les 49 accusés pour une tentative d'assassinat de celle qui était alors la tête de file de l'opposition, Sheikh Hasina, aujourd'hui au pouvoir depuis 2008. Il était soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans cette attaque. Il a fui le Bangladesh en 2008. Il dirige depuis Londres la principale formation d'opposition suite à la condamnation de sa mère à 5 ans de prison pour corruption en février. La rivalité sanglante entre Sheikh Hasina et Khaleda Zia structure la vie politique du Bangladesh depuis un quart de siècle. Toutes deux apparentées de figures de l'indépendance, partenaires dans leur lutte contre le régime militaire dans les années 1980, elles se mènent depuis le début des années 90 une lutte féroce, devenant première ministre tour à tour. Ancien joueur de hockey professionnel, Pete Stauber vise pour la première fois la Chambre des représentants aux élections de novembre. Dans la 8e circonscription de son Minnesota natal, c'est lui, le candidat des Républicains. Soutenu par le président américain, le père de famille de 52 ans espère surfer sur les bons résultats économiques de ces derniers mois. Nous parlons d'emploi et d'économie. Notre programme, c'est la croissance et l'emploi. Longtemps bastion démocrate, la circonscription a voté pour Donald Trump à l'élection présidentielle de 2016. Dans la région, l'économie locale repose largement sur l'industrie minière et sidérurgique. Donald Trump impose de lourds droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour protéger la sidérurgie américaine. Une politique qui a convaincu le maire d'Eveleth, passé dans le camp républicain après près de 30 ans au pouvoir, en tant que démocrate. Ils sont tellement opposés aux mines, ils nous ont traités comme des moins que rien. Nous regardons davantage les candidats et nos besoins économiques. Et parfois, vous passez d'un parti à l'autre en soutenant les candidats qui vous représentent le mieux. Les électeurs passent eux aussi très facilement d'un camp à l'autre. J'aime voter en fonction du candidat. Les gens cherchent ce qui bénéficiera aux affaires et aidera l'économie dans notre petite région rurale. L'abstention aux élections de mi-mandat est souvent élevée. Seuls 40% des électeurs se rendent aux urnes. Mais le 6 novembre prochain, Pete Stauber, le hockeyeur, espère renvoyer au vestiaire son opposant démocrate et donner tort à tous ceux qui envisagent déjà une vague démocrate au Congrès.